Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nouvelle édition de Direct. Plein de choses à vous proposer ce soir. Nous allons parler de 3 sujets importants. On va commencer par la visite du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati au Japon et des discussions qu'il a eues au Japon, bien sûr, et ses entretiens avec les différents responsables. Également, nous allons parler du Liban, de la situation au Liban et de la poursuite de l'agression israélienne contre le territoire libanais. Et on va terminer avec l'Iran et les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et pour cela, nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous au studio M. Raouf Ghafar, analyste politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite par le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, qui poursuit toujours sa visite au Japon. Ce mercredi, le chef de la diplomatie s'est entretenu avec son homologue japonais pour le lancement de la 3e session du dialogue stratégique entre l'Égypte et le Japon. Bien sûr, en marge de cette visite, M. Abdelati a tenu également une série d'entretiens. Les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati s'est entretenu avec son homologue japonais à l'occasion du lancement de la 3e session du dialogue stratégique entre l'Égypte et le Japon. Les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat stratégique conclu en 2023 et d'élargir la coopération dans les domaines économiques, commerciaux, culturels et du développement. Abdelati a mis en avant les réformes économiques engagées par l'Égypte. Il a invité les entreprises japonaises à accroître leurs investissements, notamment dans la zone économique du canal de Suez. La 4e session du dialogue stratégique se tiendra le 4 juin pour poursuivre les consultations sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie a également rencontré la première ministre japonaise Sanae Takaichi pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et échanger des points de vue sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Lors de la rencontre, le chef de la diplomatie a transmis les salutations du président El-Sisi au président et au premier ministre du Japon et leur a remis un message écrit portant sur le moyen de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays amis dans les prochains mois. Dans ce message, le président El-Sisi a salué le développement remarquable des relations égypto-japonaises dans le cadre du partenariat stratégique annoncé en avril 2023, ainsi que le niveau élevé atteint en matière de coopération et de coordination entre les deux pays. En outre, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec l'envoyé spécial du Premier ministre japonais pour la conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026. Au cours de l'entretien, Abdelati a dit souhaiter voir la poursuite de la coopération étroite entre l'Égypte et le Japon lors de la coprésidence du 3e dialogue interactif de la conférence. Abdelati a également rencontré la gouverneure de Tokyo afin d'évoquer le renforcement des relations égypto-japonaises et l'intensification de la coopération bilatérale dans divers domaines. Toujours à Tokyo, le chef de la diplomatie s'est réuni avec le président du groupe japonais Toyota Tsusho sur les moyens de renforcer la coopération économique d'investissement entre l'Égypte et le groupe. Alors, Monsieur Ghafar, bien sûr, il s'agit de la 3e session du dialogue stratégique entre l'Égypte et le Japon. Bien sûr, des entretiens très fructifs entre Monsieur le ministre des Affaires étrangères et nombre de responsables japonais. Tout d'abord, comment vous voyez en fait, ce dialogue stratégique entre l'Égypte et le Japon et les relations qui existent déjà entre les deux pays? Les relations entre l'Égypte et le Japon sont excellentes, en un mot. Et il y a, sur le plan politique, il y a presque, le point de vue est presque identique sur le plan défis et crises qui nous entourent de chaque côté. Et sur le plan économique, il y a pas mal de coopération, il y a pas mal de sociétés communes, surtout dans les industries électriques, mécaniques, etc., certainement automotives. Et nous aspirons à augmenter le taux de coopération de façon à ce que ça devient une situation, c'est gagnant de deux côtés, mais encore plus grande. Nous attendons à ce que les investissements justement japonais
dans les zones économiques, etc., autour du canal augmente un tout petit peu. Bref, des relations très bonnes, et ça continue. Et sur le plan personnel, nous avons des bonnes relations entre les chefs d'État, sur le niveau ministériel. Ça a toujours été en très bon terme. Oui. Nous espérons que ça continue et ça s'améliore. Oui. Alors, bien sûr, le Japon est un des pays les plus développés dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle. Et justement, c'est un domaine aussi où il y a beaucoup d'efforts de la part du gouvernement égyptien pour améliorer, pour développer ce secteur. Et certainement, même aujourd'hui, il y avait même des discussions importantes concernant l'intelligence artificielle. Comment vous voyez également l'importance d'une coopération dans ce domaine? C'est-à-dire, c'est une opportunité, à mon opinion. Nous avons reculé un tout petit peu dans les années précédentes et nous étions toujours un pas en retard sur le plan technologie, sur le plan savoir-faire, etc. Et comme vous l'avez dit, nous avons échangé et beaucoup de technologies. Et nous avons profité de la technologie japonaise dans beaucoup de domaines, mais le domaine de l'intelligence artificielle, c'est un domaine nouveau, plus ou moins, et c'est un domaine qui se développe très rapidement, et il est temps de commencer presque au même niveau des autres. Donc si jamais il y a cette coopération, on peut rattraper et on peut aller en parallèle avec tout le monde qui est développé dans cette nouvelle technologie. Selon vous, quel autre secteur de coopération pourrait exister entre l'Égypte et le Japon? On a parlé de électrique, mécanique, automotive. Je pense que dans le secteur maritime, il peut y avoir beaucoup de chances. Les pétrochimies encore, oui. C'est-à-dire le Japon est avancé en général dans tous les domaines. Et nous devons être intelligents pour justement choisir. Je pense que la coopération même en pétrochimie a commencé depuis une trentaine d'années et ça continue, mais c'est un peu, ça va un peu plus rapidement ces jours-ci. Oui. Je pense que les énergies renouvelables, c'est un autre domaine qui peut exister en coopération entre les deux pays encore. Oui. Alors si vous me permettez, nous avons avec nous actuellement au téléphone M. Nagui Victor, qui est expert en économie. Alors bonsoir M. Victor. Bonsoir, madame. Alors, Monsieur Victor, on parle actuellement, bien sûr, de la visite du ministre des Affaires étrangères au Japon. Monsieur Abdelati, au cours de sa visite, bien sûr, a expliqué les réformes entreprises, les réformes économiques entreprises par l'État ce dernier temps, et a invité, bien sûr, les entreprises à venir et investir en Égypte. Et c'était pareil au cours de sa dernière visite il y a quelques jours également en Corée du Sud. Alors, comment vous voyez ces étapes, le fait d'expliquer tout ce qui a été réalisé ce dernier temps en Égypte pour attirer plus d'investissements? C'est-à-dire que l'Égypte a besoin de nouveaux investissements et investisseurs. Donc, on a le Japon, et les relations avec le Japon ont tellement augmenté qu'ils sont passés maintenant en partenariat stratégique. Car le Japon considère l'Égypte comme une porte d'entrée vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, ils sont là ils sont déjà présents pour l'investissement dans le domaine des voitures. Ils sont très forts dans les voitures, les marques Toyota, Nissan et autres s'implantent bien et fortement
en Égypte avec des usines. On essaye d'atteindre 100 000 voitures par an en 2030, ce qui fera une base très importante pour la distribution de ces voitures à partir de l'Égypte à travers le canal de Suez. Et en même temps, ça donnera beaucoup de travail, beaucoup de postes aux Égyptiens. L'Égypte importe du Japon les voitures, les équipements lourds et les appareils électroniques. Tout le monde connaît ça. Si on n'a pas un portable japonais, on a un transistor japonais, on a une télévision japonaise, tout le monde a chez lui à la maison un appareil électronique japonais. En ce moment, l'Égypte exporte vers le Japon du gaz naturel, des produits chimiques et du coton. Seulement, le Japon a profité pour créer une zone industrielle japonaise dans la zone économique du canal de Suez, ce qui est très intéressant. En même temps, le Japon participe avec l'Égypte dans l'industrie de l'énergie verte. Alors, ils ont créé une centrale solaire à Komombo. En même temps, ils ont des parcs éoliens à Ras Ras. Ça, point de vue économique. Mais au point de vue jeunesse et éducation, il y a presque 60 écoles japonaises, égypto-japonaises en Égypte, car leur façon d'instruire les jeunes est différente que celle qu'on a actuellement chez nous. Et ça pousse les jeunes à être plus responsables, à aimer leur école et à devenir adultes et passer à la recherche au lieu d'apprendre. Alors, monsieur Victor, vous avez évoqué un point très important, c'est l'enseignement. C'est vrai qu'il y a une forte coopération entre l'Égypte et le Japon dans le domaine de l'enseignement. Et on parlait tout à l'heure avec monsieur Ghaffar également de l'intelligence artificielle et de la technologie de l'information et l'importance de ce domaine de coopération également entre l'Égypte et le Japon. Il faut savoir qu'en Égypte existe maintenant une université japonaise pour la technologie et les nouvelles sciences, dont l'intelligence artificielle et tout ce qui est numérique. Donc effectivement, ils sont implantés en université et ça permet à nos jeunes d'aller étudier dans cette université, de sortir des cadres qui sont formés et qui seront équipés mentalement pour prendre des postes sur des projets nouveaux et des projets modernes. Oui. Il est très important de continuer à coopérer avec le Japon, soit du côté de la technologie, industrie, ou du côté de l'enseignement et de la formation de la jeunesse. Voilà. Je vous remercie infiniment, Monsieur Nagui. Victor, je rappelle, vous êtes expert en économie. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, Monsieur Ghaffar, bien sûr, on parlait tout à l'heure de ce partenariat stratégique entre l'Égypte et le Japon. Il faut dire que ce dernier temps, l'Égypte, en fait, a diversifié les partenariats stratégiques avec nombre de pays sur les différents niveaux, politiques ou économiques ou même culturels. Alors, comment vous voyez également cette diversification des partenariats stratégiques avec le monde entier, si on peut le dire? C'est très important de garder des bonnes relations avec tout le monde. Et justement, notre président a fait exactement ceci. Il a renforcé ses contacts personnels avec tous les chefs d'État. Ils sont maintenant en très bons termes, ils s'entendent très bien. Et c'est important parce que si jamais les chefs d'État s'entendent bien et sont
dans un bon terme. Ça se reflète justement dans tous les niveaux des deux pays. Donc ça, c'est un avantage vraiment qu'on a gagné à cause de la stratégie de notre président sur le plan extérieur. Et comme je vous avais dit, nous avons maintenant des partenariats stratégiques avec beaucoup de pays, en Europe, en Asie et même en Amérique. Donc nous couvrons un très grand nombre de pays et justement dans le contexte de bénéficier de leur technologie, de leur savoir-faire et en offrant un environnement sain et sécurisé pour leur investissement. Donc ça c'est une chose très très positive et c'est sur quoi on compte pour notre développement, certainement. Certainement. Alors, si vous permettez, on va passer maintenant à notre deuxième dossier pour ce soir, c'est le Liban. Et malheureusement, les agressions israéliennes contre le Liban continuent. Aujourd'hui, des frappes israéliennes ont fait 6 morts près de la ville de Tyr, dans le sud du pays, où Israël poursuit ses raids malgré les promesses d'apaisement de Washington. Tout de suite, nous allons voir plus de détails dans ce commentaire et puis on revient pour plus d'explications. Une source médicale a affirmé que des frappes israéliennes ont fait 6 morts près de la ville de Tyr dans le sud du Liban. Elle a précisé que 4 ressortissants syriens et 2 palestiniens ont été tués dans 2 frappes sur le secteur d'Al-Houch, près de la ville millénaire de Tyr. Un média d'État a fait état de 2 frappes israéliennes sur des routes de ce secteur. Mardi, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio avait assuré au premier jour de la 4e session de négociation depuis le début de la guerre le 2 mars que si ce n'était l'obstacle du Hezbollah, Israël et le Liban pourraient conclure un accord de paix dès demain. Les délégations d'Israël et du Liban, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, se sont rencontrées au département d'État à Washington. Le porte-parole de la diplomatie américaine a déclaré fin de journée que les progrès continuaient sur les aspects politiques et sécuritaires. Lundi, Trump avait annoncé que Netanyahou s'était engagé à ne pas envoyer des troupes à Beyrouth et que le Hezbollah allait cesser totalement le feu avant que le Premier ministre israélien ne réaffirme qu'Israël frapperait des cibles à Beyrouth si le Hezbollah poursuivait ses attaques. Mardi, son ministre de la Défense Israël Katz est revenu à la charge, affirmant que les États-Unis avaient validé le principe. L'armée israélienne a frappé dans la journée une vingtaine de localités, tandis que le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques contre les militaires israéliens qui occupent une partie du sud. Le ministre libanais de la Santé a annoncé que ces frappes ont fait mardi 5 morts, dont un enfant, et 48 blessés, en précisant que parmi les blessés figurent un médecin et 5 employés de l'hôpital public de Tebnine. Alors, Monsieur Gharfar, bien sûr, la situation est très désastreuse en fait au Liban. Les agressions israéliennes continuent. C'est vrai qu'il y a des négociations où on peut dire que les deux pays essayent de trouver un accord à Washington, mais sur le terrain, comment vous voyez la situation actuelle? Est-ce qu'on pourra vraiment parler de négociations? Est-ce qu'on pourra parler d'un accord dans les jours qui viennent? Il faut comprendre 2 choses, à mon opinion. La première chose, sur le plan agression, sur le plan engagement militaire, etc., Israël est connu d'accentuer ce genre d'agression juste après la signature de trêve ou de cessez-le-feu, etc. Ils ont fait ça historiquement dans toutes leurs confrontations. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, c'est un côté personnel. Le Premier ministre israélien, il a un propre intérêt de garder les choses comme ça, parce que si jamais les choses se calment, il risque de perdre sa position sur le plan politique, et lui, en personne, il risque d'aller en prison.
Oui. Donc c'est pour ça que lui, il essaye très fortement de ne pas arrêter ses agressions et de continuer. Et il essaye un peu de provoquer le président américain pour continuer avec des agressions et des va-et-vient avec l'Iran, parce qu'il a un intérêt personnel et politique que les choses continuent. Oui. C'est pour ça que moi, encore une fois, personnellement, je suis très triste en disant ça, je ne vois pas un cessez-le-feu prochain. Je vois que ça va continuer. Nous avons remarqué même que le président américain a essayé d'exercer une certaine pression. Alors justement, j'allais vous poser comme question, est-ce que vous pensez que les États-Unis pourraient jouer un rôle, pourraient exercer une pression plus forte sur Israël pour arrêter cette guerre au Liban? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez plus fort que le président américain qui a parlé, justement, il y a certains enregistrements qui sont, comme on dit, viral, maintenant sur Internet et tout, à propos d'un dialogue qui a été un peu sévère entre les deux présidents. Oui. C'est-à-dire, le président américain a fait tout ce qu'il peut, mais ce qu'il paraît, il ne peut pas. Il n'arrive pas. Au contraire, c'est justement le président, le Premier ministre israélien qui pose ces conditions et qui impose sa volonté, malheureusement, sur l'homme supposément le plus fort dans le monde entier. Mais est-ce que la communauté internationale pourrait jouer un rôle? C'est vrai qu'en tant que pression, c'est peut-être pas possible, mais peut-être par des sanctions plus fermes vis-à-vis d'Israël. On commence à voir déjà des Européens qui commencent vraiment à demander plus de sanctions de leur pays envers Israël à cause de sa politique au Liban et même en Cisjordanie. Alors est-ce qu'avec plus de pression, on pourra vraiment faire arrêter cette guerre? Encore une fois, on espère. Mais maintenant, Israël est presque isolé. On n'a jamais pensé que tellement des pays appartenant à l'Union européenne feront ce qu'ils font maintenant contre l'Israël avec des sanctions, avec des embargos en général. Ils ont cessé de coopérer, ils ont fermé toutes les voies de coopération. Et je ne pourrais pas penser à une chose plus forte. La même chose avec les grands pays asiatiques comme la Chine, la Russie, etc., etc. Mais c'était Israël comptait toujours sur le support de l'Amérique. Ils l'ont toujours, pour des raisons ou d'une autre, ce n'est pas notre domaine de discussion maintenant, mais ils sont très forts en Amérique et ils comptent sur la coopération inconditionnelle américaine. C'est pour ça que on espère que même le président, je m'excuse, M. Netanyahou, est presque emprisonné en Israël. Il est menacé d'être justement arrêté partout où il va. Donc il va en Amérique et il rentre, en Amérique et il rentre, il n'a pas une flexibilité d'aller. Même le maire de New York a dit si le monsieur vient à New York pour une raison, je vais l'arrêter. Donc il a des pressions, mais je veux dire qu'il comptait toujours sur l'Amérique, sur le support de l'Amérique qu'ils ont jusqu'à présent. Mais on doit être toujours optimiste et que nous espérons que les choses vont changer d'une manière que on va voir un calme. Oui. Alors justement, vous venez de parler en fait du président américain Donald Trump. C'est vrai que M. Trump aussi veut parvenir à un accord avec l'Iran, ce qui concerne la guerre de l'autre côté. Certainement, le Liban fait partie de ces négociations puisque l'Iran veut vraiment que le Liban toujours, c'est-à-dire qu'on arrête la guerre au Liban comme une condition pour parvenir à un accord de paix. Est-ce que pour parvenir à cet accord avec l'Iran, Donald Trump pourrait exercer plus de pression sur Israël parce qu'il veut en finir avec la guerre en Iran? Absolument.
Le président américain est coincé. C'est-à-dire, son intérêt maintenant, c'est de se retirer. Oui. Il s'est mis dans une position, maintenant, dans l'Amérique, il commence à perdre des pourcentages de voteurs, etc., d'un côté. Et de l'autre côté, sur le plan global, il y a tellement de pays, surtout européens, qui commencent maintenant à lui donner le dos. Donc, il perd de toutes les directions. C'est pour ça que lui, il veut se retirer d'une manière ou d'une autre. Et c'est lié à la guerre au Liban. Donc, je pense que les jours qui viennent vont témoigner encore une pression d'une manière ou d'une autre sur l'État israélien pour essayer de cesser ce qui arrive, les atrocités qui arrivent au Liban. Il ne faut jamais oublier au Gaza encore, parce qu'il continue dans toutes les... Et en Cisjordanie, en fait, exactement. Situation donc, très critique. Ils sont dans toutes les directions. Espérons bien. Ouais. Alors, justement, puisqu'on a parlé des négociations entre les États-Unis et l'Iran et comment c'est lié, bien sûr, au dossier libanais, en fait, les États-Unis et l'Iran se sont attaqués mutuellement dans la nuit d'hier, chacun accusant l'autre de violer un cessez-le-feu toujours plus fragile, même si le contact entre les deux parties n'est pas rompu selon Donald Trump. Entre-temps, le trafic aujourd'hui était suspendu à l'aéroport du Koweït après une agression de l'Iran. Cette attaque a fait plusieurs blessés et je crois même un mort. Tout de suite, nous allons voir les détails. Après le cessez-le-feu conclu le 8 avril entre les États-Unis et l'Iran, les affrontements ont quasiment cessé à quelques rares exceptions et ont repris ces derniers jours, en particulier autour du détroit d'Ormuz, stratégique voie maritime pour les hydrocarbures verrouillés par Téhéran. Cette nuit encore, l'Iran a lancé, selon l'armée américaine, plusieurs missiles vers des pays de la région. Tous ont raté leur cible, selon le commandant américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM. 2 missiles iraniens tirés vers le Koweït sont tombés avant d'atteindre le territoire, où se sont désintégrés en vol. Et 3 missiles lancés contre Bahreïn ont été immédiatement interceptés, a précisé le CENTCOM. Une autre attaque a visé des marins civils en mer, a indiqué la même source, sans préciser où. L'armée américaine a mené en réponse des frappes de défense sur l'île iranienne de Keshm, dans le détroit d'Ormuz, sans interruption. Les gardiens de la révolution ont rejeté la responsabilité sur les États-Unis, disant avoir agi en représailles à 2 attaques distinctes. Face à ces attaques, les Émirats arabes unis ont appelé à une position unie du Golfe, alors que les monarchies de la région peinent à former un front commun. Sur le plan diplomatique, le flou demeure. Des médias iraniens assuraient lundi que Téhéran avait suspendu les pourparlers indirects avec les États-Unis à cause de l'offensive israélienne au Liban. Washington veut traiter les 2 dossiers séparément, mais Téhéran refuse. Un accord ne semble toutefois pas se rapprocher. Le président américain Donald Trump a, selon des informations de presse, durci ses demandes, insistant sur une reprise des négociations sur le nucléaire. L'Iran veut lui traiter ce dossier plus tard et considère qu'un cessez-le-feu au Liban est une condition essentielle à tout accord. Les gardiens iraniens ont menacé d'ouvrir de nouveaux fronts en représailles aux frappes de l'armée israélienne dans le pays, où elle avance comme jamais depuis près de 30 ans, dans l'objectif affiché d'éliminer le Hezbollah. Alors, en fait, comme on vient de parler, M. Ghaffar, sur le plan États-Unis-Iran, la situation se complique davantage avec des frappes de temps à autre. Aujourd'hui, en fait, les frappes iraniennes ont fait, comme je viens de dire, un mort et des dizaines de blessés. La situation se complique davantage avec les pays du Golfe qui, certainement... Aujourd'hui, par exemple, le Koweït a décidé d'expulser 2 membres de l'ambassade iranienne. Certainement, ce sont des actes inacceptables de la part de l'Iran. Comment vous voyez le sort des négociations avec tout ce qui se passe dans la région? J'ai un sentiment interne qui me dit que tout ce qui arrive, c'est provoqué par Israël, d'une façon ou d'une autre. Et l'Iran n'a qu'à attaquer, malheureusement,
les intérêts américains dans les pays du Golfe. Mais en fait, aujourd'hui, surtout, le Koweït a assuré que personne c'est-à-dire, il n'y a pas des vols qui sortent du Koweït visant l'Iran, c'est-à-dire personne n'utilise le sol koweïtien ou l'espace aérien koweïtien pour attaquer l'Iran. Alors il n'y a pas vraiment de raison, c'est-à-dire ce sont des actes vraiment inacceptables. Même si l'Iran est attaqué quelquefois par les États-Unis ou même ses intérêts et ses îles dans le golfe d'Ormuz ou dans le détroit d'Ormuz, il n'y a pas de raison vraiment d'attaquer les pays du Golfe. C'est-à-dire, c'est le seul endroit qu'ils peuvent toucher. C'est malheureux. Oui. Mais ils font plus d'ennemis et plus de réactions négatives de la part de la communauté internationale. Ils disent toujours que le prétexte, c'est qu'il y a des intérêts américains, il y a des bases américaines, et on doit Et comment vous voyez le sort des négociations actuellement? C'est une décision très difficile, mais je ne suis pas politicien professionnel absolument, mais je veux dire que parfois des idées me viennent. Si jamais demain matin le président américain avec Khomeini, celui en tête des Iraniens, il signe un accord comme quoi le détroit d'Ormuz s'ouvre et la circulation de navires commence, etc. Je pense que Israël doit céder à cet acte. C'est-à-dire, ils vont ils seront forcés à arrêter ce qu'ils font. Oui. Parce qu'il n'y aura pas une raison pour Hezbollah, disons, soi-disant, d'attaquer Israël, donc ils vont d'une manière ou d'une autre cesser. Mais manque à savoir si jamais quelque chose de pareil, je sais que, nous savons tous d'ailleurs, que les responsables pakistaniens, ils essayent avec Qatar d'un côté, et la Russie essaye de menacer un tout petit peu pour mettre un peu de pression sur la partie américaine pour achever une trêve, un cessez-le-feu, n'importe quoi. Alors malheureusement, on n'a plus le temps pour parler davantage de ce sujet. Bien sûr, certainement, il y a plein de dire de tout ce qui se passe autour de nous. Je vous remercie infiniment, M. Raouf Ghaf, analyste politique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.